One thing in a one. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 9 juin 2025, cet épisode, le numéro 2520, s'intitule « Le français est-il né à Paris ?» Gilles Sioufi, linguiste, nous raconte. Un matin de la semaine dernière, j'ai passé les portes de la Sorbonne accompagné de Gilles Sioufi, linguiste. Il y a un peu plus de 2 ans, j'avais évoqué sur ce podcast un livre qui m'avait énormément plu, l'histoire de la phrase française. Ce n'était pas un livre sur l'histoire du français, mais de sa phrase, de son apparition, de ses transformations et de son évolution au fil des siècles et des périodes. Le livre était dirigé par Gilles Sioufi. Donc, quand j'ai découvert qu'il avait écrit un livre intitulé « Paris-Babel, histoire linguistique d'une ville-monde », je me le suis procuré toutes affaires cessantes, littéralement. J'ai abandonné toutes les lectures en cours pour me plonger dedans. Le livre se lit comme un roman. Il est passionnant parce qu'on suit l'histoire de la langue entremêlée avec l'histoire de Paris et l'histoire de France. Nous n'apprenons pas l'histoire de notre langue à l'école. Oui, bien sûr, on sait qu'il y a eu la langue d'Oc et la langue d'Oil, l'ancien français, mais ça s'arrête là en général. Et c'est vrai que d'en savoir plus nous offre une autre dimension, un nouveau regard et surtout, ça nous libère. Aujourd'hui, Gilles Sioufi répond, entre autres, à la question « Le français est-il né à Paris ?» Bonjour Monsieur Sioufi. Bonjour. Nous sommes tous les deux aujourd'hui dans votre bureau à Sorbonne Université et vous êtes sur les ondes du podcast parce que vous avez gentiment accepté l'invitation à parler sur One Thing in a French Day à propos de votre livre Paris-Babel, une histoire linguistique d'une ville-monde. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Alors, je suis professeur à Sorbonne Université et spécialiste d'histoire de la langue française. Votre livre est particulièrement sur Paris. Est-ce que le français est né à Paris ? Alors, c'est une bonne question. J'ai choisi d'écrire ce livre pour présenter une histoire linguistique qui soit ancrée dans un territoire et notamment incarnée par ses acteurs. Parce que l'histoire de la langue est souvent présentée de manière abstraite. L'histoire de la prononciation, de la phonétique, du vocabulaire, de la grammaire, etc. Et j'ai choisi une ville comme lieu, une ville carrefour en quelque sorte, où toutes sortes de dynamiques linguistiques se sont jouées. Et Paris s'impose un peu de par l'histoire française, qui a été une histoire aussi de centralisation. Alors Paris a été au cœur de l'histoire politique française, mais aussi de son histoire économique, démographique, et ça a été beaucoup une ville de passage, d'immigration. C'est un peu ce que je raconte dans le livre. Est-ce que le français est né à Paris ? Grosso modo, le français est né des variétés de ce qu'on appelle les variétés d'Oïl du nord de la France, qui se sont séparées des variétés d'Oc du sud de la France autour du XIIe siècle. Et on pense aujourd'hui que quand même Paris a eu un rôle directeur pour constituer une variété d'Oïl, donc, c'est-à-dire tous ces parlers, ces dialectes de la partie nord, par différents événements, notamment politiques, le rôle de la chancellerie de Paris au Moyen-Âge, ensuite du Parlement, et puis il y a eu aussi la centralisation, divers épisodes de centralisation royale, la Révolution française, etc. Et puis Paris a été finalement dans l'histoire de la France la ville la plus peuplée de loin, la seule véritable grande ville. Ça différencie l'histoire de la France de l'histoire de l'Allemagne, de l'Italie par exemple, où il y a beaucoup de centres différents. Donc Paris a quand même été au cœur de la standardisation du français, mais ce que j'essaie d'explorer dans le livre, c'est qu'il y a un paradoxe, qui est que d'un côté, Paris a été le lieu de fabrique du français standard, et de l'autre côté, l'histoire de cette ville a été au contraire faite de croisements, de mélanges, etc. Beaucoup plus qu'on l'imagine, en tout cas que moi je l'imaginais. Au Moyen-Âge, on parlait encore latin, mais est-ce que du coup le français, lui, est une langue latine ?
Oui, alors c'est une langue d'origine latine, hein, mais qui a été en grande partie modifiée par les apports du francique, c'est-à-dire la langue des Francs, qui ont donné son nom à la France, donc, ce qui était une langue germanique. Donc parmi les langues d'origine latine, les langues romanes comme l'italien, l'espagnol, etc., c'est sans doute celle qui s'est éloignée le plus du latin. Donc il y a des structures typiques dans le français qu'on ne retrouve pas dans d'autres langues latines, par exemple. Alors les structures grammaticales, c'est assez difficile à explorer. Les influences du francique là sont discutées sur la syntaxe, la grammaire, mais sur la prononciation, par exemple, ou sur le vocabulaire, oui, c'est clair. Il y a un grand nombre de mots de français qui ne sont pas d'origine latine, mais d'origine germanique. Nom de couleur, par exemple, bleu, gris, blanc, sont des mots qu'on retrouve dans les autres langues germaniques. Grey, grau en allemand, etc. Blue. Blank en anglais qui signifie plutôt vide que blanc, mais enfin c'est le même mot. Hein. Et puis au niveau de la prononciation, il y a eu des H aspirés, il y a eu toutes sortes de phénomènes d'évolution phonétique qui sont dus au contact avec une langue germanique. Vous disiez tout à l'heure que quand le français est né, que Paris était un carrefour, et vous avez parlé des influences étrangères. Quel a été un peu le rôle par exemple, des Italiens sur l'évolution du français? Alors les Italiens, effectivement, ça a été un épisode assez important au XVIe siècle. Bon, les Italiens étaient présents déjà au Moyen Âge. Paris a été au cœur de routes commerciales, en particulier des routes qui venaient de Bourgogne et au-delà de la Bourgogne, de la vallée du Rhône et puis l'Italie du Nord, vers la Flandre, entre l'Italie du Nord et la Flandre, grosso modo, qui étaient des deux grands pôles, j'allais dire, pré-industriels, hein, à la fin du Moyen-Âge et au XVIe siècle. Et donc il y avait beaucoup de marchands italiens, et même aussi des Italiens qui s'étaient établis avec une spécialisation professionnelle, notamment dans la banque. Hein. C'était un peu les inventeurs de la banque au Moyen-Âge, les Toscans. Et Pisans. Ils avaient installé des comptoirs à Lyon, qui parlaient beaucoup italien, hein, à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle. Et puis à Paris, on les appelait les Lombards, et il en reste une petite trace, puisqu'on connaît encore la rue des Lombards, hein, dans le 3e arrondissement. Et ensuite, il y a eu, par les hasards de l'histoire, il y a eu des reines italiennes, hein, et donc il y a eu Catherine de Médicis dans un premier temps, puis plus tard Marie de Médicis, et elles ont amené avec elles tout un personnel de courtisans, et donc la cour au XVIe siècle parlait pas mal italien. Ce qui a d'ailleurs créé des premières réactions puristes de certains qui ont trouvé que le français était en train de s'italianiser, entre guillemets. Hein, aujourd'hui, on a ces réactions vis-à-vis de l'anglais, où parfois certains reprochent aux Français de s'angliciser. Il y avait déjà ça au XVIe siècle avec l'italien. Et puis ça a continué ensuite sur plusieurs siècles, parce qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration, et à la fin du 19e et au début du 20e, là il y a eu aussi beaucoup d'immigration italienne, mais ça concernait toute la France, mais aussi Paris. À un moment, la langue qui est au départ orale va se figer et passer à l'écrit. Ce qu'on ressent dans le livre aussi, à partir d'une certaine époque, c'est une peur que l'oral contamine l'écrit. Et je trouve que c'est une peur qu'on a toujours aujourd'hui. Ça vient de quelle époque en particulier ? Alors, au Moyen-Âge, la situation linguistique est très complexe parce qu'il n'y a pas qu'une langue. Aujourd'hui, on a l'habitude de parler et d'écrire la même langue. Au Moyen-Âge, on écrivait essentiellement en latin. Ensuite, on a porté une variété de français à l'écrit, mais les dynamiques de l'oral étaient assez différentes. Il y avait beaucoup de choses autres dans l'oral qui sont malheureusement en grande partie perdues, mais dont on a quand même quelques traces que j'ai essayé d'explorer dans le livre. Et à partir du 16e, on a essayé de fixer au 16e, 17e, on a essayé de fixer une variété de français propre à un écrit standard qui soit capable de traiter un peu de tous les domaines, mais ça n'a pas arrêté effectivement les dynamiques de l'oral. Et là, effectivement, il y a eu du purisme, au sens où certains ont demandé à ce que, au moins dans la conversation des honnêtes gens, comme on disait à l'époque, on parle un peu comme on écrit. Et donc ces deux-là se sont rapprochés, oral et écrit. Mais bien sûr, la vie amène toutes sortes d'usages à l'oral.
Et là, j'ai beaucoup exploré ça, j'ai exploré toutes les fantaisies, mes excentricités même, que l'oral parisien a donné à la langue. Alors, est-ce que ça a eu une influence sur l'écrit ? Pas tant que ça, à part qu'il y a des écrivains qui s'en sont emparés et qui ont évidemment se sont régalés à transcrire dans leurs romans notamment. Alors bien sûr, de Rabelais à Balzac par exemple, il y a toutes sortes d'écrivains qui ont essayé d'imiter ou de caricaturer ou même quasiment d'inventer des personnages qui parlent des choses assez extravagantes. Et puis ensuite il y a eu la chanson, le cinéma aussi. Alors après, le purisme, j'allais dire, est de toute époque. Hein. Donc aujourd'hui encore, bien sûr, il y en a certains qui vont trouver que peut-être l'oral s'éloigne trop de l'écrit, mais bon, ça c'est, j'allais dire, il n'y a rien à dire là-dessus parce que c'est universel. Oui. C'est humain. C'est humain. Oui, je sais, c'est difficile de s'arrêter. On aimerait connaître la suite. Nous retrouverons Gilles Ciuffi dans le prochain épisode. Y a-t-il des points communs entre votre langue maternelle et le français ? Les avez-vous identifiés ? N'hésitez pas à envoyer un message ou à faire part de vos réactions dans les commentaires de votre application de podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez me contacter par email à frenchday@gmail.com ou vous abonner au transcript sur onethinginafrenchday.com. À bientôt, au revoir. In a French day.